Chapitre 5. Aurillac, domicile de Roger Bergier, samedi 17 octobre 2015, 21h50. Il se tourna pour accueillir avec un sourire le géant au visage carré et lui serra la main. La poigne était virile, presque trop. Malo retint une grimace. Stéphane ne mesurait pas sa force et, quand ils se rencontraient, lui broyait invariablement les doigts. Entre lui et Albert, qui s'évertuait à lui faire cracher ses poumons chaque matin, Malo se demandait parfois dans quel état il retournerait à Paris s'il y revenait un jour. Si, s'indigna-t-il un instant intérieurement, je reprendrai mon poste à la crime. Je leur montrerai à tous. Et il comptait bien sur cette affaire pour y parvenir. Il se sentait comme un paléontologue qui, dégageant 3 os du sable du désert, devine la taille du fossile qu'il vient de découvrir. Un fossile énorme. Son flair ne l'avait jusqu'alors jamais trompé, et, il en était sûr, ne le trompait pas aujourd'hui. Ça va, Stéphane, et toi répondit-il au capitaine qui s'essuyait le visage avec un mouchoir. Ils se connaissaient bien, tous les deux, à force de se croiser sur des désastres, et entretenaient une amitié à l'arrière-goût de suie. Sans être vraiment très proches, ils s'appréciaient mutuellement. Mieux que ce pauvre type, en tout cas. Il avait désigné de la tête le cadavre carbonisé. Pas beau à voir, acquiesça Malo avant d'ajouter. J'ai croisé un de tes gars dans l'escalier. Il avait l'air sur le point de rendre son dîner. C'est son premier. Faut bien avouer que pour le coup, on l'a lui fait en technicolor. Tandis quoi? Autour d'eux, les hommes de Stéphane remballaient leur matos. Stéphane prit son temps pour répondre, en laissant errer son regard sur le macabé fumant. Ben, j'en sais trop rien. Le type fumait un cigare. D'un mouvement de tête, il désigna les doigts carbonisés du cadavre avachis sur l'ossature métallique du bureau, toutes les parties en bois ayant disparu. Il se serait endormi et les papiers sur son bureau auraient pris feu, avança Malo. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de se réveiller en sursaut quand les flammes ont commencé à lui griller la tronche? Un arrêt cardiaque? Ça arrive assez régulièrement. Un type est en train de fumer, il fait un malaise, la clope, le cigare ou la pipe tombe et fout le feu à l'appartement. Le type est dans le cirage, il crame avec, assura Stéphane alors qu'il le fixait, un sourcil levé. Malo, les yeux braqués sur les traits à vif du cadavre, monstrueuse caricature d'humanité grimaçante aux lèvres racornies, demanda encore. Un accident? Tu y crois? Stéphane eut l'air gêné. Ça paraît plausible. En tout cas, c'est l'hypothèse la plus évidente, mais celui-là, Malo l'attendait. Plus encore, il l'espérait. Eh ben, c'est bizarre. Quand on est arrivé, mes hommes et moi, ça flambait vraiment bien. Et on a failli se faire avoir en ouvrant le bureau. Un putain de retour de flamme. Mais bon, ça n'est pas ça. Un feu, c'est sûr, ça fout le bordel. Mais pas à ce point-là. Qu'est-ce que tu veux dire? Le poussa un peu Malo. Regarde autour de toi. Malo jeta un coup d'œil circulaire. Effectivement, un nombre de livres et de bibelots assez conséquent jonchait le sol. Il avait jusqu'à présent supposé que c'étaient les pompiers eux-mêmes qui, dans leurs efforts pour juguler le feu, avaient mis ce beau bazar, mais quand on est arrivé, il y avait déjà des trucs balancés un peu dans tous les coins, et ça, c'est pas le feu qui est responsable. Donc, selon toi, Stéphane haussa ses larges épaules, rendu plus impressionnant encore par sa tenue unifuge. C'est toi le flic, Malo, pas moi. Mais vu le reste de la maison, j'ai l'impression que le proprio était plutôt du genre ordonné. Maniaque, aurait dit Malo, en se rappelant les statues et autres objets qui ornaient l'entrée et le couloir et qui, tous, semblaient avoir leur place attitrée et sur lesquels il n'avait remarqué aucune trace de poussière. Malo, qui adorait les livres, n'aurait jamais, même dans une bouffée de rage et de colère, fait une chose pareille. Quant à son père, bibliophile maniaque, il aurait voué aux gémonies un homme capable d'une telle forfaiture, même avec le plus mauvais des romans de gare. Et à voir les rayonnages qui l'entouraient, Malo se doutait que le malheureux propriétaire de cette maison n'était pas le genre à utiliser les livres comme des frisbees, ce qui ne laissait qu'une possibilité. Tu penses que je pense? Stéphane secoua la tête. Je pense rien, Malo. À toi de tirer tes conclusions. Mon job à moi, c'est le feu. Et ça, Dieu merci, c'est réglé. Maintenant, je rentre chez moi et je te laisse jouer. Et tu veux que je te dise, je n'échangerai pas mon job contre le tien. Sur ce, il lui tapa sur l'épaule et le planta là. Je
te revaudrai ça, lança Malo en guise d'au revoir à la haute silhouette en par-dessus sombre qui quittait déjà la pièce. Quand tu veux, mon pote, lui répondit aussitôt le capitaine des pompiers sans se retourner. À présent seul, Malo se rapprocha du squelette de bureau et de son occupant grillé à point. L'odeur était encore pire. Il en avait vu d'autres, mais il ne put empêcher son estomac de se révolter quand il se pencha tout près du corps. Sur une bonne partie, les vêtements avaient brûlé ou fondu, se mêlant à la chair en un amalgame noirâtre et bitumeux teinté de rouge. Quel âge pouvait avoir ce type ? Malo n'en avait aucune idée, mais ce ne serait pas bien difficile à trouver. Impossible de savoir s'il avait une marque quelque part sur le corps ou... Mais sa conviction était faite. Quelqu'un avait fouillé le bureau, et peut-être avait-il trouvé ce qu'il était venu chercher. Après ou avant, ce quelqu'un en question avait tué le pauvre gars et avait maquillé le tout en incendie pour faire croire à un accident, en se disant que, dans la confusion, personne ne remarquerait rien. Ça ne le satisfaisait pas entièrement. Une chose était sûre, le type était bien mort, aucun doute là-dessus, et c'était miséricorde. Malo pariait que l'autopsie révélerait la vraie cause de la mort, un coup sur le crâne, une perforation. Il devait laisser le légiste faire son boulot. Si tout allait bien, il aurait les conclusions d'ici 48 heures. D'ici là, en partant du principe que quelqu'un soit venu chercher une chose qu'il désirait, un objet, où cet objet aurait-il pu se trouver ? Dans un coffre, bien sûr. Et le coffre en question, son regard erra sur la pièce, les rayonnages noircis, des livres, des livres, des livres, enfin ce qu'il en restait. Ici, une statue médiévale, plus loin, dans un coin épargné par les flammes, une petite horloge avec un socle en marbre surmonté par une nymphe alanguie et charnue comme on les aimait à l'époque. Elle avait cessé de fonctionner, soit depuis longtemps, soit à cause de la chaleur. Pas un tableau derrière lequel on aurait pu dissimuler un coffre. Il n'y avait pas la place pour un tableau. Mais alors, son regard avait beau passer et repasser encore et encore, rien n'y faisait, il ne trouvait pas. Il devait pourtant bien y avoir. Miladiou ! Malo ferma les yeux et soupira tandis que tonnaient dans la pièce ces 3 syllabes poussées de cette voix formidable. Albert était de retour. Je croyais vous avoir dit de rester avec l'homme. Enfin, je veux dire avec la prof. Je l'ai confié aux collègues. Moi, j'en pouvais plus, déclara Albert, dont la silhouette considérable se dressait sur le seuil, les mains plantées sur les hanches, observant le carnage d'un regard indigné. Quel bordel! C'est les gars de Stéphane qui ont fait ça? Albert, comme tout bon gars de la campagne, écolo avant l'heure, avait horreur du gaspillage. Il n'avait pas dû souvent ouvrir un livre, Albert, à part à l'école et contraint forcé, mais il était du genre à bien aimer leur compagnie. Malo était sûr que chez lui, il avait une petite bibliothèque près du canapé avec une encyclopédie qui n'avait probablement jamais été utilisée. Un peu comme les extincteurs dont on ne se sert pas. Ça fait partie des meubles. Et puis, le papier, c'est toujours utile. C'était le gaspillage qui devait indigner Albert. « C'est lui qui a fait ça ?» demanda-t-il en accordant un regard méprisant au cadavre cuit à point. Il fallait reconnaître cette justice à Albert, il n'était pas impressionnable. La vision du type rabiné comme un steak qu'on a oublié sur le gaz ne lui faisait apparemment aucun effet. Traversant la pièce, en 3 cisaillées de ses jambes interminables, il se pencha par-dessus Malo. « Ah, vous avez vu, patron, celui-là aussi, c'est la clope qu'il a eue, quand on leur dit que c'est mauvais pour la santé. » Malo grinça des dents alors qu'Albert éclatait d'un grand rire gargantuesque qui résonna dans toute la pièce. Malo cherchait désespérément une raison pour l'éloigner, de retrouver un peu de quiétude, de réfléchir et d'égoter ce maudit coffre qui, il en était sûr, devait se trouver ici, en partant du principe que ceux qui cachent quelque chose, pour le préserver des autres, veulent l'avoir tout le temps sous les yeux. Mais où, bon sang? Où? Des livres, des livres, des livres et encore des livres, aux 2 tiers calcinés, si ce n'était plus. Et Albert qui reprenait. Si c'est pas pitié, tous ces bouquins qui partent en fumée, il y aurait mieux à faire avec. Quel est le pied d'une armoire, ne put s'empêcher de songer Malo, ou d'autres utilisations moins ragoûtantes encore. Devait y en avoir pour des sous là-dedans.
Ah, ça y est, se dit Malo. L'Auvergnat remonte à la surface. Mais Albert n'avait pas tout à fait tort, même si le principal n'était pas l'argent. Mais les connaissances renfermées dans ces pages, dont certaines, d'après ce qu'il pouvait en juger, étaient des originaux datant de plusieurs siècles. Une véritable mine partie en fumée. Vous avez vu, patron? C'est marrant, ça. Malo, atterré par avance de savoir ce qui pouvait bien être marrant pour Albert, se retourna vers ce dernier pour le trouver qui désignait, sur un des rayons, une série de 3 ouvrages, les seuls à ne pas avoir brûlé. Il y a tout qui crame, et juste le code civil qui résiste. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il partit une nouvelle fois de son rire énorme. En toute autre circonstance, Malo lui aurait demandé de se taire, mais pour le coup, il demeura immobile à fixer les 3 volumes rouges, certes noircis et en partie brûlés, mais pour l'essentiel intacts. Non, j'y crois pas. Il s'approcha du rayonnage, leva la main et tenta d'attraper un des ouvrages, pour constater sans surprise qu'il ne pouvait pas, car les 3 ne formaient qu'un. Un seul objet étonnamment léger par rapport à sa taille, non pas en papier mais en fer, un objet qui ne pouvait être. Saisissant les 3 volumes à 2 mains, il les sortit du rayonnage, les retourna et trouva ce qu'il cherchait. Un mécanisme d'ouverture qu'il actionna. Comme il s'y était attendu, les 3 livres se séparèrent en 2 pour dévoiler un compartiment métallique, un compartiment dans lequel ne reposait qu'une boîte de bois marquetée d'une grande finesse. Oh, bravo, patron, vous avez l'œil. Comment vous avez fait? Le félicita Albert. Malo hésita à le remercier d'avoir attiré son attention sur les 3 volumes, mais préféra se taire. Albert prenait déjà assez de place comme ça, sans qu'on lui donne le prétexte d'en gagner davantage. Sortant les fins gants de cuir qu'il trimballait toujours, il les enfila et saisit la petite boîte marquetée, avant de reposer les 3 tomes sur l'étagère où il les avait trouvés. Albert s'était approché et se tenait juste derrière lui, regardant par-dessus son épaule ce qui, comme un peu tout chez lui, avait tendance à l'horripiler. Tentant d'ignorer du mieux qu'il pouvait la présence envahissante de son second, Malo examina l'étonnant bibelot. Le travail en était remarquable, visiblement ancien. Le bois s'enrichissait d'inclusions de métal et de nacre. Malo n'était pas spécialiste, mais il aurait donné à l'objet une origine orientale ou moyenne-orientale. Long d'une vingtaine de centimètres, un peu plus large qu'un paquet à cigarettes et à peu près aussi épais, il l'ouvrit. Il était vide. Mais qu'avait-il bien pu contenir? Rien dans le bois roux et chaud ne permettait de le deviner. Mais il y avait fort à parier que c'est ce que le voleur était venu chercher. « Vous avez vu, capitaine ?» ?»« Quoi ?» demanda Malo d'un ton agacé. « Il y a un numéro, là. » »« Un numéro ?» Il reporta son regard sur la boîte, la fixa. Mais il eut beau faire, il ne devinait rien qui... « Faites-la bouger !» suggéra Albert en faisant un mouvement de la main. Malo retint de justesse une réponse cinglante, se disant, après tout, qu'il n'avait rien à perdre. Il finit par se rendre aux arguments d'Albert et fit lentement pivoter la boîte pour accrocher la lumière et... « Nom de... » fit Malo. « Je vous l'avais bien dit, patron !» Albert avait raison. Là, sur le bois, on avait tracé à l'aide d'une pointe fine, si fine qu'elle avait à peine imprimé sa marque, une série de chiffres. 3 chiffres. 945. 945. Qu'est-ce que cela signifiait? Son regard balayait la pièce, cherchait, et finit par tomber sur un des livres éparpillés à terre, à moitié dévoré par les flammes, mais dont le titre était encore visible. Gerbert, le pape de l'an 1000. Il saisit l'ouvrage, il était à moitié détrempé et l'eau suintait des pages, mais en le retournant, il vit que la 4e de couverture était épargnée. Il n'eut pas à chercher bien longtemps. Né entre 945 et 950, commençait le texte. « C'est la date de naissance de Gerbert, lança-t-il, triomphant, avant de se rendre compte que ça ne l'avançait pas beaucoup. « Ah, moi c'est l'heure de mon rendez-vous chez l'ostéo demain, » répondit Albert d'une voix absente. Malo en demeura muet.
Son rendez-vous chez l'ostéo. Il allait ouvrir la bouche pour signifier à Albert le fond de sa pensée sur ses interventions hors de propos, quand son regard tomba sur la petite horloge qui ne donnait plus l'heure. Ne me dites pas que... Pardon, capitaine lui demanda Albert avec sa bonne trogne de boy scout du Néandertal. J'y crois pas, poursuivit Malot en fixant son second d'un regard incrédule, tout en se dirigeant vers la petite pendule. Ah oui, je l'ai vue aussi. Albert désignait justement le bibelot. Elle est jolie, hein, mais elle marche pas. Malot ne l'écoutait plus. Parvenu devant la bibliothèque, il tendit la main vers l'horloge, chercha le fermoir du verre qu'il trouva sans trop de difficulté, l'ouvrit et commença, avec un luxe de précaution infini, à tourner les aiguilles. Celle des heures, tout d'abord, qui se déplaça avec un léger cliquetis jusqu'à ce qu'il l'arrête sur le 9, puis celle des minutes, jusqu'à atteindre elle aussi le 9. Clic. Avec un petit bruit, une portion de marbre, sur le socle de la pendule, se mit à saillir légèrement. C'est comme dans le film, patron, vous savez, le Da Vinci Code ou Benjamin Gates. Albert l'avait rejoint et, une fois encore, regardait par-dessus son épaule. Malot lui lança un coup d'œil exaspéré, ouvrit la bouche pour le rabrouer, la referma. Après tout, il fallait le reconnaître, même si ça lui faisait mal au derrière, c'était grâce à Albert qu'il l'avait trouvé. Sa main tira sur l'ouverture, révélant un compartiment creux dans lequel il devina. Ses doigts gantés plongèrent dans l'ombre, y saisirent avec précaution un objet plat et le sortirent à la lumière. Un carnet en cuir, visiblement ancien. « Eh, mais le coup de l'heure, c'est moi qui vous l'ai dit, patron !» s'exclama soudain Albert avec la voix de celui qui vient de réaliser un exploit dont jamais il ne se serait cru capable. Malot s'en serait peut-être étouffé, mais autre chose retenait son attention. Ce petit carnet dont la couverture en cuir était renforcée d'une étrange plaque de métal sur laquelle on avait gravé un curieux tableau et des signes ou des lettres, déroutants, et sur le côté droit de laquelle s'alignait une série de boutons en creux. Malot demeura un instant silencieux, retournant encore et encore sous toutes les coutures le petit objet à la reliure intrigante. Il ne pesait pas bien lourd, ce carnet. Pourtant, Malot sentait presque physiquement le poids des secrets qu'il renfermait. Quand il répondit enfin à Albert, un sourire relevait ses lèvres et son œil pétillait d'une nouvelle flamme. « Je ne sais pas, mais ce truc a l'air d'être très vieux et ça tombe bien parce que nous avons justement une professeure d'histoire. » Le visage d'Albert, qui reflétait jusqu'à présent une certaine conception de la félicité, changea aussitôt d'expression. Il secoua la tête. « Oh non, patron, pas elle. Je viens de la supporter un quart d'heure, ça m'a suffi. » Mais Malot, avec l'expression du chat qui vient de gober la souris, lui répondit en agitant devant son visage le mystérieux carnet. « Oh que si, elle, mademoiselle Mignon. »